On fait le point, votre émission télévisée qui reçoit pour vous les autorités du pays dans le cadre de la reddition des comptes. La présidence de la République du Guinée comporte des services et structures qui ont pour mission d'appuyer le président de la République dans l'exécution de ses attributions constitutionnelles en assurant notamment le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Parmi ces services figure le secrétariat général. Placé sous l'autorité du président de la transition, il impulse et coordonne les activités des services de la présidence relevant de son autorité, assiste le président de la République dans la formulation des choix politiques et techniques correspondant à sa vision de la nation et assure la coordination des décisions présidentielles avec les actions du gouvernement, des institutions républicaines et de l'ensemble de l'administration publique, entre autres. Pour ce numéro, nous recevons le général Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence de la République et porte-parole de la présidence. Bienvenue à vous, monsieur le ministre. Bonjour et merci de me recevoir sur votre plateau. À mes côtés, Kerno Amadou Mbouane Camara pour conduire cette émission. Bienvenue, Amadou. Bonjour, Abdallah. À lire vos missions générales, les missions qui vous sont attribuées constituent une partie intégrante des prises de décision de la nation. Aujourd'hui, l'année 2024 s'est écoulée. Quelles sont les grandes actions menées par le secrétariat général de la présidence de la République, notamment quelles sont vos missions? Comment fonctionnez-vous? Merci déjà de me permettre de faire cette ouverture d'entrée avant d'aller dans les chiffres. Et à l'entame dans votre présentation, vous avez très bien présenté le secrétariat général de la présidence de la République. C'est une structure placée directement sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, et conformément au décret 059 de la présidence de la République qui fixe l'organisation, le fonctionnement et l'attribution de la présidence de la République, notre service, généralement, se charge d'assister le président de la République dans ses attributions régaliennes conformément à la Constitution. Nous l'assistons notamment dans tout ce qui est fonctionnement régulier, mais bon fonctionnement des pouvoirs publics. Nous l'assistons également pour tout ce qui est, entre autres, continuité de l'État. En tant que service, plus spécifiquement, nous avons des missions particulières qui consistent, entre autres, à permettre, assister le chef de l'État dans la formulation de tout ce qui est orientation ou formulation politique, technique, de sa vision de la conduite de l'État, mais également nous assurons aussi tout ce qui est lié à la coordination, à l'assistance, mais également au suivi de tout ce qui est service rattaché à la présidence. En gros, pour schématiser de façon simple, c'est la porte d'entrée et de sortie de toutes les décisions que le chef de l'État prend en direction de l'administration publique, en direction des particuliers, en direction des institutions, mais toute autre tâche que le chef de l'État veut bien nous confier dans l'exécution de ses missions au quotidien. Avec le ministre, vous avez aussi un budget. Affirmatif, nous avons un budget effectivement pour fonctionner. Et ce budget, comme tous les autres départements, il est soumis au vote de ceux qui assurent le législatif aujourd'hui, le CNT. Et ce budget, quand il est mis à disposition, nous l'exécutons. Et c'est même la raison principale de ma présence ici. Le budget tel qu'il est. La nomenclature globale de la présidence repose, comme tout autre budget, sur quelques titres. D'accord? Avant de parler du budget, je voudrais appeler l'attention de tout le monde que, parlant de la présidence, ce n'est pas le palais Mohamed V ou le petit palais, c'est un ensemble de beaucoup de choses. En gros, comme effectif, au sein de la présidence, nous avons un effectif d'environ 1078 cadres. 1078. 1078. Donc ce budget-là, effectivement, c'est pour faire face à ces besoins, entre autres. Donc, quand vous prenez le budget de la présidence globalement, il se situe, pour ce qui est de l'année 2024, aux alentours de 649 milliards et quelques millions supplémentaires, et pour permettre de faire face à toutes les missions assignées à nous en tant que secrétaire général, mais à toutes les structures également qui relèvent de nous.
Ce budget, il est réparti, entre autres, en plusieurs titres. Au compte de tout ce qui est dépenses du personnel. C'est un budget pour le personnel qui tourne aux alentours de 138 milliards. Et pour ce qui est des dépenses de biens et de services, il s'établit aux alentours de 337 milliards. Et pour ce qui est des dépenses de transfert, aux alentours de 77 milliards. Et pour tout ce qui est dépenses d'investissement, puisqu'il y a des structures qui font de l'investissement, on pourra en parler en détail plus profondément, qui se situent aux alentours de 95 milliards. Donc voilà, entre autres, les grandes lignes, ce qui est mis à notre disposition pour le fonctionnement. Et c'est avec quoi nous avons pu mener l'ensemble des missions qui nous ont été confiées au cours de l'année 2024. Et vous parlez notamment du budget, il y a quand même des projets placés sous la tutelle de la présidence de la République. Est-ce que ces projets entrent dans le compte de ce budget? Et en tant que département sectoriel, oui, nous initions et conduisons des projets clairement, mais en tant que cellule également de coordination en charge de suivi de l'application des instructions du président de la République, en coordination avec les autres départements, nous faisons du suivi de projets. Et globalement, quand vous prenez les montants que nous avons au compte des investissements, et ce qui est agréable avec nous, c'est que au compte de notre département, les actions sont visibles tout de suite. Les cités des nations qui nous abritent aujourd'hui ont fait objet de travaux de rénovation et de construction pour certaines maisons. Et c'est au compte de ces dépenses d'investissement. Et quand vous prenez également l'autoroute en partant sur la banlieue, on remarque des travaux qui sont en train de se faire sur le palais du peuple. C'est entre autres ces grandes tâches que nous avons eu à réaliser au compte de cette année, au compte de notre budget d'investissement. Nonobstant les travaux sur lesquels nous sommes, tels que la cité administrative, et le suivi de tout ce qui est grande réalisation, telles que les grandes routes, aussi l'aéroport international de Conakry. Mais on pourra en parler dans les détails. Oui, puisqu'on parle de détails, expliquez-nous un peu comment vous déroulez votre budget, parce que dans les autres ministères, ils ont des objectifs assignés. Est-ce que vous aussi, au niveau du secrétariat général, on vous assigne des objectifs selon le budget? Oui, clairement, des objectifs sont assignés et il y a une procédure claire qui est souvent soumise à l'arbitrage du chef de l'État. Il faut quand même reconnaître que le secrétariat, ce n'est pas un service qui est évolué comme les départements, les sectoriels. C'est un service placé directement sous l'autorité du chef de l'État. Mais dans la conduite des actions de la présidence de la République, le chef de l'État a un credo, c'est de faire en sorte que les dépenses de l'État, notamment de la présidence, soient contenues dans le strict respect des besoins. C'est ce qui fait que notre budget d'investissement il n'est pas assez grand, même si les besoins des services sont nombreux, mais il va dans une certaine mesure faire en sorte que ce soit la présidence qui donne l'exemple en tant que entité première du pays par rapport à l'utilisation des ressources de l'État. Donc, quand nous avons des projets, nous soumettons les projets qui sont les plus pertinents, qui ont un impact direct sur la population, qui permettent la visibilité pour le pays, permettent de faire du rayonnement pour le pays. Ce sont ces projets-là, effectivement, qui sont retenus. Nous faisons la procédure administrative avec les départements structurels, notamment le ministère de l'économie et des finances, pour obtenir les dérogations nécessaires. Ensuite, nous contractualisons et les projets sont exécutés dans la mesure de strict respect des textes en vigueur, notamment tout ce qui est passation de marché public. Et nos projets ne sont pas également exempts de tout ce qui est projet d'arbitrage. Quand des entités n'ont pas été retenues pour l'exécution d'un projet, ils ont le libre choix de porter plainte au niveau de l'ARMP, qui a aussi une commission qui va statuer par rapport à la régularité. Quand la procédure est jugée irrégulière, nous revenons sur la décision. Quand la décision elle est conforme au texte de la République, le projet est exécuté dans l'intérêt des populations. Voilà en gros comment les projets vont jusqu'à de l'arbitrage, jusqu'à leur exécution. Vous êtes dans votre émission, on fait le point avec le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Camara. Général, vous avez tout à l'heure déroulé votre budget, les grandes actions menées par le secrétariat général de la présidence de la République. Mais dites-nous, il y a aussi le volet social de votre département ou de votre service que vous gérez. Comment vous faites? Effectivement, nous gérons un gros morceau de social dans nos
tâches quotidiennes. Le social, pour nous, déjà, commence par le personnel de la présidence. Et comment nous faisons au quotidien, c'est la vision du chef de l'État de commander d'amitié, de commander fraternellement. Donc, socialement, déjà, nous avons fait en sorte de pouvoir mieux structurer, mieux organiser socialement les entités qui relèvent de nous. Et dans cette organisation sociale, nous faisons en sorte de pouvoir prendre en charge la majeure partie des préoccupations de travail, mais également familiales des cadres qui relèvent de la présidence de la République. Mais étant une entité au service du public et du peuple, nous avons des sollicitations qui sont remontées par voie de courrier au chef de l'État, au secrétariat général, à la direction du cabinet. Et c'est recensé et répertorié, et pour lesquels, pour la plupart du temps, le chef de l'État apporte des réponses. Et ces réponses-là, ça va souvent dans les prises en charge en termes de santé, des prises en charge en termes d'organisation, d'association de femmes, des prises en charge pour des constructions d'écoles, des prises en charge pour la réalisation des infrastructures de franchissement, entre autres. Les exemples ils sont nombreux, mais vous pouvez remarquer par exemple qu'à la faveur d'une fête de 8 mars, le chef de l'État avait donné dans ses ressources propres de l'argent à des coopératives de femmes pour leur permettre de s'organiser. Également, des cas d'évacuation, il y en a en gros entre 200 et 300 cas d'évacuation. Également, pour tout ce qui est lié aux problèmes de pèlerinage chrétien ou musulman, quand ça arrive, le chef de l'État prend sur lui dans ses ressources propres pour faire face aux problèmes des populations. Et tous les jours, il y a des problèmes de ce genre-là, en fonction de leur pertinence, en fonction de leur soutenabilité. Nous sommes souvent appelés à réagir sur du social. Ça va dans des équipements de quelques hôpitaux, apporter de l'assistance à des grands anciens, entre autres. Bien, vous dites, vous l'avez déjà rappelé, vous êtes la porte d'entrée de tout ce qui est décision présidentielle. Aujourd'hui, le président de la République a beaucoup de chantiers devant lui. Dans vos missions, il est clairement indiqué que vous avez votre mot à dire, même par rapport à des nominations, à tout ce qui est projet au niveau de la présidence. Aujourd'hui, une question claire. Que faites-vous pour rallier les positions entre la présidence de la République et les acteurs de la vie nationale? Après, je veux, dans la plus grande modestie, restituer le contexte quand je vous entends dire que vous avez votre mot à dire. Et c'est les mots en tant que conseil dans nos attributions. Évidemment. Nous assistons le chef de l'État dans la formulation des décisions politiques ou techniques. Après, c'est lui le souverain. Et il a le libre arbitre de décider dans l'intérêt du pays. Donc, en gros, le dernier mot lui revient. Voilà pourquoi, à côté, même s'il y a le secrétaire général, il a également un gouvernement, il a également des conseillers, et l'ensemble de ces contributions-là, c'est ce qui permet au chef de l'État de prendre effectivement des grandes décisions dans l'intérêt du pays. En ce sens, les projets de nomination, entre autres, nous y participons, conformément aux critères de nomination qui sont établis. Le but, c'est d'aller chercher effectivement les meilleurs Guinéens, partout où ils sont, avec les meilleures compétences, sans exclusion, pour donner les mêmes chances à toutes les filles, à tous les fils du pays, pour que les actions que le chef de l'État est en train de mettre en place puissent être réalisées au bénéfice de tout le monde. Et également, dans nos fonctions au quotidien, nous voyons tous les acteurs sociopolitiques du pays pour lesquels nous engageons des discussions, des échanges conformément à leurs aspirations. Il n'est pas question, dans la vision de la gouvernance du pays, pour le chef de l'État, de faire la politique ou la conduite de la mission seule. D'ailleurs, la preuve, c'est dès les premières heures, il a fait lui-même à son initiative des concertations pour recueillir l'avis de toutes les couches du pays par rapport aux actions du pays. Et dans nos activités au quotidien, ce qu'il nous dit et qui est une réalité, c'est de tendre la main à tous les fils du pays.
Donc, quels que soient les divergences, quel que soit le bord politique, quel que soit le bord social, quel que soit le corps de métier, à partir du moment où c'est un Guinéen qui veut participer au travail de refondation qui est en cours, on a l'obligation d'accorder du temps, de l'écoute et d'apporter également l'explication qui va avec la vision de la politique et la conduite de la refondation du chef de l'État pour faire en sorte que tous les Guinéens se mettent ensemble autour de la même table, échanger pour trouver des solutions dans l'intérêt du pays. Et c'est ce qui a permis depuis 3 ans quand même de voir un pays plus ou moins stable où les acteurs sociaux et le pouvoir sont en phase, notamment le dialogue qui a été instauré avec les acteurs syndicaux qui a permis la révalorisation des salaires de l'ensemble des fonctionnaires du pays, les recrutements, entre autres, l'apaisement social, permettre aux enfants de partir à l'école. Mais c'est vraiment cette politique de main tendue que le chef de l'État y fait, que nous faisons à ses côtés au quotidien et pour lesquels nous apportons également des solutions pratiques, mieux expliquer et aller à la rencontre de tout le monde pour que tout le monde se sente concerné de la Guinée. C'est notre pays, c'est ensemble que nous allons le bâtir et c'est ensemble que chacun peut apporter ce qu'il peut apporter, mais dans l'intérêt exclusif des intérêts du pays. Ce qui me plaît souvent avec la vision du chef de l'État, c'est de dire que sa main ne tremblera pas et que quel que soit le Guinéen, il ira chercher, il apportera des solutions. S'il est en mesure d'apporter des solutions pour le pays, il apportera. Donc, en gros, nous pouvons dire globalement sur la conduite de la refondation que le climat politique est plus ou moins très apaisé en Guinée. Et c'est ce qui permet aujourd'hui, effectivement, de continuer à grandir en espoir et de porter des solutions que les populations commencent à ressentir sur le terrain. Bien entendu, il faut que cela puisse continuer dans la durée. Il y a beaucoup de leviers sur lesquels nous sommes en train de travailler, notamment le méga projet Simandou, qui va avoir des retombées très bientôt. Mais pour que tout ceci puisse se faire très bien, il faut que le climat politique soit apaisé. Et c'est ce que le chef de l'État, avec ses équipes, font au quotidien. Oui, ce que vous faites au quotidien, vous êtes placé sous la haute autorité du président de la République. Je rappelle le général Mamadi Doumbouya, porte d'entrée et de sortie de tout ce qui est courrier au niveau de la présidence, donc le secrétariat général. Vous évoquez tantôt un mot qui revient à tout moment, la refondation. Est-ce qu'aujourd'hui, le général Amara peut nous dire sur ce plateau, oui, le secrétariat général continue avec cette refondation, parce qu'il y a quelques mois, l'annonce a été faite par vous-même. Et la refondation, c'est l'essence même de la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité, si on remonte le temps. Et depuis avant 2021, le pays était ce qu'il était, on va pas revenir sur tout ça aujourd'hui, mais il était clairement question de permettre à l'État d'exister et d'exercer ses attributions propres. Un État fort qui protège ses populations, une administration dépolitisée, une administration qui apporte des réponses pragmatiques aux aspirations des populations et permettre également à chaque citoyen d'apporter sa pierre. Et c'est ce qui est en train effectivement d'être fait aujourd'hui. On parle de l'administration publique de façon générale, mais l'administration publique et privée est aussi en train de devenir plus forte, plus organisée parce qu'il y a une confiance qui est en train d'être restaurée entre les populations, l'État, mais aussi les investisseurs étrangers qui viennent en Guinée. Ce qui était hier impossible est en train de devenir une réalité grâce à la détermination, à la vision du chef de l'État que nous saluons tous les jours. Donc, nous continuons donc avec la refondation. Comme vous l'avez rappelé, il y a quelques semaines ou quelques mois, plutôt, refondation. La refondation, c'est ce dont la Guinée avait besoin. Avait besoin. La refondation, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Guinée. La refondation, c'est celle qui permettra, à l'issue, de permettre au pays de ne pas envier un pays émergent, parce que l'émergence est possible en Guinée. Il suffit juste d'avoir des leaders forts, déterminés, qui n'ont pas d'autre ambition que le développement de notre pays. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, grâce à la vision et à la détermination du président Mamadi Doumbouya. D'où le programme Simandou 2040. Le programme Simandou 2040, si on doit revenir sur ça, c'est le programme de développement de notre pays pour les 15 prochaines années. C'est basé essentiellement sur 5 piliers. Et ce pilier-là aura comme catalyseur le projet Simandou.
qui est déjà en cours, pour lequel déjà nous saluons la vision encore pragmatique du chef de l'État, qui a fait en sorte que l'État soit mieux représenté dans ce projet. Et la part de la représentation du pays aujourd'hui est de 15%, ce qui était 0 hier. Mais pas que sur la mine, mais c'est aussi sur le port, c'est sur les rails, mais également sur l'acierie. Et ce projet est transformateur. Et puisque ça va générer des ressources, il fallait faire en sorte que nous soyons mieux préparés à recevoir les retombées de ce projet-là. Voilà pourquoi un programme de développement de notre pays pour les 15 prochaines années a été élaboré et validé, ce qui nous permettra à l'issue d'être clairement un pays émergent. Mais pour ça, il faut également beaucoup de stabilité dans le pays. Il faut que le pays soit apaisé. Et c'est ce que nous continuons à faire tous les jours. On pourra parler du programme Simandou toute une journée parce que c'est toute une histoire. C'est des longues nuits de négociations, c'est des années entières de négociations. À titre illustratif, les documents qui ont constitué tout le process depuis l'implication directe du chef de l'État jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est tellement volumineux qu'on pourrait, par exemple, comme le disaient les partenaires il n'y a pas longtemps, ça va faire bientôt, en superposant les papiers les uns après les autres, près de 13 kilomètres de papier en ligne. Tellement à cause de... C'est encore une étape, il reste encore d'autres projets, composantes, des négociations qui ne sont pas encore bouclées. Mais ce que nous pouvons dire aux populations aujourd'hui, c'est que le projet Simandou est devenu une réalité, il est complètement dérisqué, les fondements ont commencé, les travaux sont en train de se passer sur le terrain, et le premier train va circuler à la fin de cette année. À la fin de l'année 2025. 2025. Donc, c'est une annonce faite par le ministre secrétaire général de la présidence. Je me fais le devoir de vous dire ça aujourd'hui, mais en réalité, l'annonce, c'est le chef de l'État qui l'a déjà fait dans des sorties précédentes que je me fais le devoir de répéter ici. À la fin de cette année, le premier train du projet Simandou sifflera. Cette année, décembre alors. On se projette pour décembre 2025. Nous ne voulons pas faire d'effet d'annonce de suite. À un moment venu, on vous dira quel jour exactement. Mais considérez que dans le 4e trimestre de cette année, le premier train du projet Simandou quittera Béla pour le port de Moribaya. Bien, vous êtes dans votre émission « On fait le point » avec le ministre secrétaire général de la présidence de la République, général Amara Camara. Une petite virgule, le temps pour nous d'aller avec cette autre rubrique, le face-à-face. Vous êtes toujours dans votre émission « On fait le point » qui reçoit pour vous les autorités du pays dans le cadre de la reddition des comptes. Vous l'avez déjà compris, nous sommes avec le ministre secrétaire général de la présidence de la République, porte-parole également de la présidence de la République, le général Amara Camara. Kerno Amadou Mouné Camara. On a première question. La première question, en général, vous avez déroulé tout à l'heure l'exécution de votre budget, mais la présidence a aussi à son sein les autres services dont certains sont des services qui aident à mobiliser. C'est notamment la MAMRI, la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes. Est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qui a pu être fait pour améliorer les recettes de l'État, notamment les dividendes qu'on a avec des sociétés où l'État est investisseur ou les autres ressources internes? Merci de parler spécialement de la MAMRI. La MAMRI, c'est un service que nous avons à la présidence qui aide à capter les recettes. Et ça ne fait pas de la mobilisation de recettes, mais c'est, si vous voulez, on peut appeler ça un laboratoire qui imagine où est-ce que l'État peut aller capter des recettes supplémentaires pour élargir l'assiette fiscale. Et nous tenons pour la MAMRI chaque année de réunions de pilotage au cours desquelles nous avons tous les départements concernés dans la mobilisation des recettes qui sont associés. Nous réfléchissons à comment nous pouvons faire en sorte d'améliorer les recettes fiscales. Et il a été identifié avec la MAMRI grâce au comité de pilotage que nous pouvons faire mieux dans le secteur minier, notamment sur les listes minières, par exemple. Et un outil a été développé pour permettre
de faire en sorte que ça parle entre les partenaires miniers, les services de la douane et le département du budget lui-même en tant que, et également le ministère des Mines, pour que les déperditions constatées sur ces listes minières-là bénéficient mieux au pays. Mais également, notre pays est un pays de bauxite qui est aujourd'hui dans les top 2 des plus grands producteurs de bauxite au monde. Sauf que notre pays n'avait pas, par exemple, un prix de référence de la bauxite. Donc, la situation des listes minières, également le prix de référence de la bauxite que la Mambri et les autres départements ont aidé à développer, ont permis, au compte de 2023, par exemple, à l'État d'engranger aux alentours de 1400 milliards de nos francs guinéens. Ce qui est très significatif en termes de contribution à la mobilisation des ressources. Et nous voulons, à travers ce plateau, féliciter toutes les équipes qui ont été contribuées à cette belle initiative qui a permis à la Guinée d'engranger des recettes supplémentaires. Alors l'autre question que je pose encore tout à l'heure, c'est que quand vous étiez en train de dérouler le budget tout à l'heure, on se rend compte quand même que au niveau salaire, la présidence semble quand même un peu coûteuse aux contribuables du Guinée. On comprend qu'il y a beaucoup de services qui sont rattachés à la présidence. Qu'est-ce que vous faites alors pour que tout Guinéen qui veut travailler dans ces services de la présidence-là puisse accéder facilement à ces fonctions? On rappelle par exemple l'initiative du site Servir 224. Qu'est-ce que vous faites pour que les Guinéens aient la même chance d'accéder à ces services? Je ne sais pas si mes chiffres ont été oubliés, mais en termes de dépenses du personnel, sur les 649 milliards, la partie réservée aux dépenses du personnel se situe aux alentours de 139 milliards. Ouais, ça fait quand même beaucoup. Je ne sais pas si vous avez eu les chiffres des autres départements, mais ne sont pas très coûteux en termes de dépenses de personnel par rapport à beaucoup de départements. Sauf que ça veut souvent parler de la présidence. La plupart du temps, c'est pas les chiffres de salaire qui intéressent les gens. Nous n'avons pas une grille de salaire particulier. Il n'y a pas un statut particulier pour le personnel de la présidence. Nous avons les mêmes grilles de salaire que les fonctionnaires de l'administration publique, à tout point de vue. Oui, je rappelais tout à l'heure le volet social du secrétariat général de la présidence de la République. L'ANIES déjà joue un rôle important, 128 000 ménages aujourd'hui pris en charge, selon les données fournies par l'ANIES. Et quel autre programme de protection sociale envisagez-vous? L'ANIES, quand nous avons commencé à travailler avec l'ANIES, la mission principale de l'ANIES, c'était les transferts monétaires pour les ménages. Effectivement, le chiffre que vous énoncez, il est bon, 128 000 ménages au compte de l'année 2024. Mais nous avons imaginé que les transferts monétaires n'étaient pas la solution à la réduction de la précarité pour nos populations. Donc, en termes de contribution sociale, désormais, qu'est-ce que nous avons comme projet pour l'année 2025? C'est de faire plus de formation, organiser, structurer les populations et pour les permettre de développer des projets réels. Ceux qui sont dans le domaine, par exemple, de l'agriculture, les permettre d'avoir des terres, mettre des intrants à leur disposition et les permettre de développer leur propre activité pour les amener, in fine, vers l'autoprise en charge. Ceux qui sont également dans le domaine de l'agriculture, qui puissent s'organiser, avoir la bonne formation pour mettre en place un business lié à l'agriculture et permettre très rapidement de pouvoir se prendre en charge, mais prendre en charge d'autres personnes dans leurs différentes localités pour réduire progressivement le coût des transferts, mais permettre aux gens d'être complètement indépendants. Parce que à l'état actuel, nous ne pensons pas que les transferts monétaires permettent de sortir de la précarité. Ça soulage certes, mais l'objectif de l'État, c'est de permettre à chacun de se développer, avoir un secteur d'activité particulière pour chacun, pour que chacun puisse participer à la vie de la population en ayant clairement les ressources. C'est ça la vraie économie du pays en réalité. La vraie économie, c'est celle à la base qui tourne. Quelqu'un qui fait des légumes,
aller directement revendre au marché, prendre de l'argent, aller payer autre chose avec. C'est ça la vraie économie du pays. C'est ce que nous voulons faire au compte de cette année et toutes les dispositions sont prises. Heureusement, nous avons des grands partenariats. La SCADA a signé un partenariat récemment avec l'ANIES pour les aider dans la formation au métier des prochains apprenants. Et nous allons les structurer, les résultats au compte de l'année 2025. On pourra vous le dire clairement ce qui a été fait de la nouvelle initiative. Peut-être en restant avec l'ANIES, il y a un projet de restructuration des EPA qui existe entre l'ANIES et une autre structure qui jouerait des rôles un peu similaires. Où vous en êtes, c'est le FDSI par exemple, et d'autres structures. Où vous en êtes? Est-ce que l'ANIES va rester comme elle existe en ce moment? Notre pays, globalement, quand on parle des EPA, les EPA, c'est quand l'État décide de transférer des prérogatives propres à une entité propre s'accédère. D'accord? Mais il a été quand même constaté que dans l'administration publique, le nombre d'EPA est exorbitant. Il a été décidé, conformément à la vision du chef de l'État, de rationaliser les ressources de l'État, de faire en sorte que les EPA, qui ont à peu près les mêmes attributions, les mêmes fonctionnements, puissent être mis ensemble pour réduire le coût des subventions de l'État. Donc un travail est fait et des arbitrages vont être également faits dans les jours à venir pour parvenir à la rationalisation des EPA. Le but, effectivement, c'est de réduire drastiquement le nombre d'EPA. Si dans l'arbitrage, l'ANIES et une autre entité devraient faire fusion, naturellement, la fusion va se faire. Et la nouvelle entité, quelle sera son appellation? La décision sera également prise. Ça sera sous quel ancrage? Est-ce que ça va rester à la présidence, dans une autre structure? Naturellement, une décision sera prise. Mais le but, c'est de faire en sorte que chacun puisse faire son travail normalement, sans pour autant que la présidence ne soit la couverture pour chaque entité. Le but pour les chefs de l'État, les entités qui sont à la présidence, c'est celles qui peuvent avoir des impacts directs sur la population. Voilà pourquoi ça a été envoyé. Si les résultats veulent que l'impact et le développement dans un secteur particulier, dans un département sectoriel particulier, soit la meilleure option pour permettre de tirer le meilleur profit d'une entité qui va faire fusion, qui était hier à la présidence, à dans un autre département, bien entendu, ça va aller là-bas. Et nous, en tant que secrétaire général de la présidence, on mettra toute notre énergie pour que, effectivement, la décision qui a été adoptée soit mise en place et mieux valorisée dans l'intérêt de tout le monde. Alors, monsieur le ministre, il y a un aspect qui frappe les Guinéens, c'est quand même les infrastructures que réalise le chef de l'État. Il y en a de ces projets qu'il fait de sa priorité, d'où la création du BSPP, le Bureau de suivi des priorités présidentielles. D'abord, c'est quoi un projet priorité présidentielle et comment vous faites pour le suivi de ces projets? À quel niveau se situe-t-il aujourd'hui en janvier 2025? Sans me moquer de ce qui se passait hier, tout projet qui commençait dans un pays, et la Guinée n'est pas le seul pays, pour se donner de la visibilité, mais sous la haute présidence, sous l'impulsion, le chef de l'État, dans sa vision pragmatique, de dire ce qu'il fait et faire ce qu'il dit, a voulu recentrer ce qu'on appelle projet prioritaire. Il y en avait une liste comme ça. D'accord? Des critères d'éligibilité ont été mis en place pour voir quel projet peut être mis dans la catégorie des projets présidentiels. Après avoir fait le filtre, sur près de 300 projets, on a recentré aujourd'hui pour réduire un nombre très très limité d'environ 40 et quelques projets. Parmi lesquels nous avons par exemple l'aéroport international de Conakry. La cité administrative, les hôpitaux régionaux, les stades, et entre autres projets qui sont mis aujourd'hui dans la catégorie des projets présidentiels, mais ce sont des projets qui ont un impact direct sur la population. Il faut que ça soit livré également dans un délai très raisonnable, parce que un projet ne peut pas continuer et s'éterniser dans le temps.
Bien. 600 jeunes ont quand même eu la chance, Monsieur le ministre, d'avoir de l'emploi à travers l'ASCAD. Aujourd'hui, est-ce que vous envisagez des projets pour faciliter l'accès à l'emploi aux jeunes? Parce que, à votre arrivée, il faut le rappeler, vous l'avez rappelé, il fallait changer la donne, il fallait plus promouvoir la jeunesse. Vous le faites déjà à travers les décrets que le président lui-même prend. Aujourd'hui, quels sont les projets à envisager? Pour ce qui est de l'ASCAD, avant de parler de nos projections, je veux quand même rappeler que le taux d'insertion des jeunes formés à l'ASCAD dépasse aujourd'hui les 90% de taux d'insertion. Donc ça veut dire que la formation qui se passe à l'ASCAD est reçue favorablement par le secteur privé qui emploie les jeunes qui ont été formés à l'ASCAD. 600 jeunes, entre autres cette année, mais sur les 3 dernières années, le chiffre n'est pas loin de 2000. Et dans la vision du chef de l'État de permettre de donner de la formation, de l'emploi au plus grand nombre de populations, il a initié des centres ASCAD à l'intérieur du pays. Et il y a un certain nombre de centres aujourd'hui qui sont opérationnels, notamment celui de Mamou, celui de Farana et celui de Kankan. Et très rapidement, nous allons continuer cette vision d'ouverture du centre ASCAD dans les grandes régions du pays pour permettre aux apprenants de bénéficier au plus près des formations de l'ASCAD. Et comme souvent, on aime souvent le dire, l'ASCAD est ce qui est l'école de la dernière chance pour une certaine catégorie de personnes qui n'avaient pas eu la chance de continuer à faire des grandes études, mais qui peuvent être repris, faire une formation dans un secteur spécifique et qui apporte rapidement de l'emploi et permettre aux gens de constituer une famille et de vivre décemment. Vos projections? Nos projections, je l'ai dit tantôt, on a pu ouvrir ASCAD Mamou, ASCAD Farana, ASCAD Kankan. Avant ça, nous avons l'ASCAD de Kindia et celui de Conakry. Nous allons nous projeter maintenant vers la région forestière pour créer un autre centre ASCAD là-bas très rapidement. Alors, monsieur le ministre, vous êtes aussi la croix, la transmission entre le gouvernement et entre le Premier ministre et monsieur le Président de la République. Est-ce que il arrive que vous demandiez des comptes au gouvernement par rapport au dialogue politique et social? Quand on voit aujourd'hui la crise politique que le pays connaît, on a des opposants qui sont en exil, il y en a qui sont disparus, il y en a qui sont en prison. Est-ce que vous demandez des comptes au gouvernement par rapport au dialogue politique? Ce n'est pas notre travail de demander des comptes au gouvernement. Oui. Notre travail, c'est d'assister le chef de l'État dans la mise en œuvre de ses recommandations et directives. En ce sens, on fait auprès du gouvernement et de toutes les institutions le suivi de toutes les décisions ou de toutes les instructions données par le chef de l'État. Le dialogue politique, c'est des sujets, entre autres, que nous faisons dans le cadre d'une collaboration, dans le cadre d'une recherche de solutions, dans le cadre de conseils que nous pouvons faire au chef de l'État. Mais aller dans une relation d'ordonnée ou de demander des comptes, la relation du gouvernement et de la présidence avec les autres institutions ne se situe pas à ce niveau-là. Il n'y a pas de relation de subordination en tant que telle. Il y a une grande entente, une grande amitié, une grande collaboration développée tous les jours pour permettre à notre chef de prendre les meilleures décisions sans que cela ne soit affecté par des sentiments personnels ou par l'ego de qui que ce soit. Peut-être que la question aurait dû être posée autrement. Peut-être ce serait de savoir qu'est-ce que vous faites pour promouvoir davantage un dialogue politique aujourd'hui. C'est le travail de tous les jours. Et comme je l'ai dit à l'entrée de mes propos, que l'autre pays, pour que nous aspirons au bonheur et à la prospérité projetée à travers le programme Simandou 2040, il faut de la paix, il faut de l'apaisement, il faut de la stabilité. Et tous les jours, c'est ce que nous faisons. Tous les acteurs politiques du pays, tous les acteurs sociaux du pays, tous les partenaires du pays sont constamment invités autour de la table pour que nous puissions échanger. Souvent, vous avez des images, il y en a d'autres pour lesquelles vous n'avez pas d'image. Mais c'est le travail au quotidien des gouvernants pour que le pays se porte mieux, socialement, économiquement, mais aussi politiquement. Général Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence de la République, porte-parole
également de la présidence de la République, est notre invité de ce soir. Place maintenant à cette autre rubrique, le Vox Pop, la parole aux populations. Bonjour, je suis Kourouba Mamadi, je suis citoyen guinéen. Pour un départ, j'apprécie énormément le gouvernement et le président du CNRD, son Excellence Mamadi Doumbouya. Le travail qu'il est en train de faire, c'est un travail très, très, très costaud et très énorme. Mon inquiétude est que j'aimerais poser une question au ministre Amara. Je voulais juste savoir que qu'en penses-tu pour la situation des jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui, précisément à Kaloum, les jeunes qui sont livrés à la consommation de stupéfiants, beaucoup de choses. Et quels sont les moyens aujourd'hui qu'eux, ils envisagent pour que ces jeunes-là quittent ces rues? Ouais, je m'appelle Mohamed Sidibé, je suis citoyen résident dans la commune de Kaloum. Ce que je peux dire à propos du CNRD, je commencerai d'abord par sa gestion depuis son avènement au pouvoir. Le 5 février passé, j'avoue que les résultats et les performances enregistrées sont vraiment impressionnants. Parce que le CNRD a posé des actes. Et je préfère soutenir une structure, un système qui pose des actes sans parler. Donc, le CNRD, moi, m'a particulièrement impressionné parce que ce ne sont que des actes qu'on voit. On a vu des réformes, on a vu des changements du point de vue infrastructurel, du point de vue refondation, du point de vue rectification institutionnelle, au niveau des départements, au niveau des services publics, au niveau de la vie sociale, il y a des changements qualitatifs qui sont enregistrés. Donc, ce que je peux recommander au CNRD, c'est de penser un peu à certains départements où il y a des cadres qui sont en situation de chômage technique, des cadres qui ont une expertise importante dans le but d'accompagner, dans le but d'apporter un plus à l'édification, à la construction nationale. Et je recommanderais également au ministre secrétaire général de bien vouloir apporter tout l'accompagnement nécessaire au ministre des Affaires étrangères par rapport à cette promesse électorale tenue par le nouveau président américain Donald Trump, par rapport à la situation de nos compatriotes qui sont en situation irrégulière, que des dispositions idoines soient prises à Conakry afin de les recevoir pour un meilleur retour et une meilleure intégration dans notre pays. Moi, c'est Fanta Kaba, depuis la Sigmadina. Ma question est pour monsieur le secrétaire général à la présidence. Quelle est la politique que vous mettez en place pour accélérer les chantiers et suivis afin que les projets soient exécutés le plus rapidement que possible pour qu'on profite vraiment de la Guinée? Oui, je veux quand même avouer que ça fait chaud au cœur de voir les populations s'intéresser davantage à ce qui se passe dans le pays. Et d'un autre côté, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction qu'on voit dans le regard de chacun de ces intervenants l'espoir que la gouvernance du président Mamadi Doumbouya suscite auprès des concitoyens. Et cet espoir-là, et tous les jours, c'est le combat au quotidien du chef de l'État pour être effectivement celui qui pourra ou qui fera en sorte de réduire au mieux les conditions difficiles de nos citoyens.
Et parlant spécifiquement du cas des jeunes, c'est un réel problème dans tous les pays, la Guinée aussi. Mais globalement, quand vous suivez les actes qui sont posés par le chef de l'État au quotidien, vous vous rendez compte que la jeunesse n'est pas en marge des réponses apportées dans les actions de gouvernance. De façon générale, quand vous regardez l'administration, dans sa globalité, est aujourd'hui rajeunie. Et le recrutement qui a été fait récemment, aux alentours de 20 000 fonctionnaires, est également constitué essentiellement de jeunes. Ça, c'est au niveau de la fonction publique. Mais l'armée également en a pris. Et c'est aussi que des jeunes, quand je dis jeunes, c'est y compris femmes, jeunes garçons, jeunes femmes. Il y a également tous les programmes dont on parlait au compte de l'ASCAD. C'est vraiment des jeunes qui y vont. Mais ça ne peut être aujourd'hui que des jeunes parce que quand vous regardez la proportion de la population dans sa grande majorité, elle est jeune. Comment tous les jours améliorer les conditions de vie des Guinéens, c'est le credo du chef de l'État. Et les actions sont apportées au quotidien. Mais une des solutions à l'ensemble de nos problèmes aussi, c'est la lutte contre la prévarication et la corruption. Surtout. Plus la corruption sera combattue, mieux l'État aura les moyens, mieux des solutions peuvent être apportées de façon globale à la gouvernance, mais aux problèmes quotidiens de tous les foyers, de toutes les femmes et de tous les fils du pays. C'est une préoccupation réelle, mais tous les jours nous y travaillons aux côtés du chef de l'État pour apporter des solutions. Tout ce qui est en train d'être fait, ça n'a pas été fait au bénéfice d'une population vieille. C'est au bénéfice de la population jeune. Mais bien entendu, les aspirations, les demandes sont grandes, les moyens ne sont pas aussi grands, mais nous faisons en sorte de pouvoir les satisfaire au fur et à mesure. Mais je peux les rassurer que leurs demandes sont des préoccupations quotidiennes du chef de l'État. L'autre question, c'est par rapport au suivi. L'autre question, c'était déjà les cadres en chômage technique dans les départements. Et je n'ai pas peut-être compris globalement l'idée de sa question, mais le chômage technique, c'est un statut dans l'administration. Peut-être qu'il avait voulu dire comment on peut mieux employer ceux qui ont les grandes potentialités, qui n'ont pas de grands postes de responsabilité. Et aujourd'hui, le recensement biométrique qui a été fait à la fonction publique a permis, en tout cas, à chacun de faire prévaloir ce qu'il vaut en termes de savoir et de savoir-faire. Une base de données existe effectivement et les reclassements et les repositionnements, tous les jours, vous les voyez, il y a des décrets qui sont en train d'être pris. Mais il faut aussi reconnaître que dans un pays, tout le monde ne peut pas bénéficier d'un décret. Et il y en a qui bénéficieront des décrets, d'autres des arrêtés. Et chacun à son niveau considéré devrait quand même pouvoir se dire que même si je n'ai pas eu de décret, je suis en mesure d'apporter ma pierre à l'édification et faire en sorte que tous les jours, que c'est la Guinée que nous ayons dans le cœur. Chacun peut faire violence sur soi-même, arriver à l'heure au travail et quitter à l'heure et faire de sa journée une journée complète de travail, sans pression, sans pourtant vouloir faire plaisir à un ministre ou faire en sorte qu'il faut que forcément le président sache que c'est moi qui ai fait ça. Chacun est acteur du développement de notre pays, quel que soit son niveau considéré dans l'administration. Et l'autre question, c'était par rapport à qu'est-ce que nous pouvons apporter au ministre des Affaires étrangères pour voir la situation des frères qui sont sans papier au regard de la prise de parole du président Donald Trump. Je souhaiterais déjà par ce micro pouvoir, comme l'a fait le chef de l'État au lendemain de l'élection du président Trump, il a adressé une lettre de félicitations. Et nous voulons encore réaffirmer ici, dire à tout le monde que notre pays entretient d'excellentes relations avec les États-Unis. Et ces relations-là, nous faisons en sorte de les réchauffer au mieux. Et l'administration guinéenne, de façon globale, est disposée à travailler avec l'administration américaine dans l'intérêt de nos pays respectifs. Le cas de nos citoyens qui ont été inquiétés, qui ont eu le besoin de l'accompagnement du pays partout où ils se sont trouvés,
Cela n'est plus aujourd'hui à démontrer que le président Mamadi Doumbouya et ses équipes savent aller apporter leur aide, leur main tendue, leur soutien aux populations guinéennes partout où elles se trouvent. Ouais. Ça a été le cas en Tunisie. Ça a été le cas au Soudan récemment. Ça a été le cas en Égypte. Et partout des Guinéens se sentiront menacés, qui auront besoin de l'aide du président Doumbouya, sa main tendue, etc. là. Bien, pour rebondir, si tu me permets, Monsieur le ministre, vous avez parlé tantôt de contribuer à l'édification de notre chère patrie. Aujourd'hui, une question qui revient à chaque moment, c'est l'éternel stage du côté de la RTG. Aujourd'hui, je sais que vous avez le dossier peut-être en main. Que faites-vous pour que cela, ces réalités, changent? Sans prononcer l'issue de ce qui est en train d'être fait sur le terrain, la question des stagiaires de la RTG est une question qui a été apportée au nouveau gouvernement. Le gouvernement est en train de travailler pour apporter des solutions aux problèmes de nombreux stagiaires de la RTG. Je ne souhaiterais pas sur ce plateau faire d'annonce, et l'annonce sera faite au moment venu par qui de droit. D'accord? Pour rester spécifiquement dans le cadre des questions que nos compatriotes nous ont posées, notamment celle de Madame Fanta Kaba, le délai de suivi des travaux. Un mal qui existait dans ce pays avant, c'est des chantiers qui commençaient et ça ne finissait jamais. De l'argent était sorti dans les caisses de l'État. Après plusieurs années, quand on revenait pour terminer les travaux, le coût du travail en question était multiplié par 2, par 3. Aujourd'hui, la marque de fabrique du CNRD et de son président, c'est de faire en sorte de surprendre par les faits tous les jours, par les infrastructures tous les jours. Quand vous faites 6 mois sans passer dans un quartier de Conakry, il n'est pas rare que vous voyez qu'un goudron est passé quelque part, des routes bétonnées sont passées quelque part, ou de l'électricité a été faite par-ci et par-là. C'est ça que le chef de l'État fait tous les jours, faire en sorte de ne pas faire de promesses. Mais quand un projet, il est entamé, c'est parce qu'on est sûr d'avoir la capacité financière en tant qu'État, mais également que l'entreprise à laquelle ça sera donné a la capacité technique, et la CGP et les autres structures de l'État font le suivi. Il y a peut-être par endroit des glissements par rapport au délai d'exécution des travaux, mais ce n'est jamais exorbitant. C'est souvent des délais supplémentaires de 3 ou 4 mois. Ce qui est une réalité aujourd'hui en Guinée, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de rigueur dans le suivi des travaux. Et je peux rassurer Madame Kaba que cela va se poursuivre tous les jours. Alors, monsieur le ministre, parce que nous parlons de 2024, il y avait quand même des échéances qui avaient été données, notamment dans un accord dynamique avec la CEDEAO. Il était question de retour à l'ordre constitutionnel, même si cet accord est assorti aussi d'engagements pris par la CEDEAO. Est-ce que, après le 31 décembre 2024, vous vous êtes retrouvé avec la CEDEAO pour faire le point? Pourquoi on n'est pas au retour à l'ordre constitutionnel? Pourquoi les élections ne sont pas organisées? Merci pour cette question. Et ce qu'il faut retenir, que ce soit la Guinée ou tout autre pays, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Hier, la CEDEAO est venue dans un accord, dans des échanges avec les autorités de la refondation, convenir sur un chronogramme de la sortie de la Guinée à la phase transitoire. D'accord? Ce chronogramme, heureusement que eux et nous, on était convenus que dans un compromis dynamique, on allait s'asseoir, parfois discuter de ce que nous pouvons apporter chacun pour que nous sortons de cette phase. Mais très malheureusement, depuis bientôt 2 années et demie, la CEDEAO a effectué une mission au mois de juin, passé seulement en Guinée. Une mission de 2 jours. C'était pour venir voir qu'est-ce qui s'est passé. Juin 2024. Juin 2024. Okay. Je confirme, juin 2024. Oui. Elle est retournée, mais par rapport à tout ce que la CEDEAO avait pris comme engagement d'accompagnement, aide financière et autres, rien de tout ça n'a été fait. Mais le président et ses équipes ne sont pas restés à l'attente de ces besoins-là pour mettre en place des initiatives et des mesures qui vont dans le sens de la sortie
de cette période de refondation pour aller vers une élection dans un futur très proche. Des dispositions ont été prises administrativement pour que le programme national de recensement de la population à vocation d'état civil se poursuive, tout ce qui était lié aux 10 points du respect du chronogramme. D'aucuns disent que rien n'est fait, mais c'est un mécanisme entrelié. C'est l'un qui permet à l'autre de décaler. Quand le RAVEC est fait, automatiquement, on extrait un fichier. Donc, aujourd'hui, ces travaux-là sont en train de se faire. Et dans l'annonce à la nation du chef de l'État, le 31 décembre, il a dit que cette année 2025 serait une année électorale. Effectivement, nous sommes en train de nous donner les moyens et les capacités de partir vers l'organisation de cette élection. La bonne nouvelle est que l'avant-projet de constitution est déjà disponible, divulgué, et des missions de sensibilisation sont passées partout dans nos pays pour permettre encore une fois à ce que les populations s'approprient du contenu de cet avant-projet de constitution, parce que, in fine, la volonté du chef de l'État est de faire en sorte que nous ayons une constitution qui nous rassemble, mais aussi qui nous ressemble. Au finish, quand cette constitution-là sera soumise au référendum et que la population accordera son crédit à ce projet de constitution, on aura une constitution qui nous permettra de partir vers les autres étapes de l'organisation des prochaines élections. Mais nous espérons que cette année sera beaucoup plus calme pour que tout cela puisse être fait. Peut-être que l'autre volet, c'est que dans une de vos sorties, vous-même, et même dans cette émission, on a entendu des citoyens plébisciter le chef de l'État, parler de continuité. Est-ce que vous réaffirmez votre envie d'encourager le chef de l'État à continuer ses œuvres, autrement à se présenter si élection il y en a? Je vais partir sur des faits. D'accord, pour vous répondre, sur des faits. Et après, vous m'aiderez à apporter la réponse qu'il faut à notre question. Sur la politique de la gouvernance de notre pays, je vais aller département par département. D'accord? On parle du ministère de la Justice, par exemple. Le procès historique le procès du 28 septembre, on peut se faire ici. Personne ne pensait que c'était faisable par la Guinée et par les Guinéens. Ça a attendu longtemps. La justice sociale a pu être une réalité dans ce pays-là. L'autre chose, c'est le président Mamadi Doumbouya qui a initié dans ce pays des journées de vérité et de pardon. Donner la possibilité à chaque citoyen de pouvoir dire au fond de lui qu'est-ce qui a meurtri sa famille pendant les décennies qui ont été passées. Et comment il veut aujourd'hui aborder le problème. Comment désormais on peut établir des relations. Le président, dans son adresse à la nation, a assumé ce qui a été fait aux uns aux autres en demandant, au nom de la responsabilité, pardon à tous les pays. C'est des faits assez rares. Ça, c'est du domaine de la justice. D'accord? Parlons de diplomatie. On n'a jamais accrédité autant d'ambassadeurs dans notre pays que sous cette refondation. Plus de 40 ambassadeurs accrédités dans notre pays et dans toutes les grandes puissances du monde. Aujourd'hui, la Guinée a pu placer des ambassadeurs. Partout aujourd'hui, le Guinée, il se sent fier parce que nous avons aujourd'hui une marque pays. Notre pays n'est plus un pays qui est complexé. L'État existe. La refondation est devenue, le repositionnement est devenu une réalité en Guinée. Quand vous prenez la défense, l'armée est mieux équipée aujourd'hui, mieux entraînée. Les tenues que nous portons ici aujourd'hui, on pouvait être 100 militaires dans le même camp avec 50 tenues différentes. La fierté et la dignité du militaire restaurée, les conditions de vie du militaire améliorées. Les institutions de formation de l'armée, depuis le Britannique militaire jusqu'à aujourd'hui, le corps d'état-major, existent aujourd'hui en Guinée, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas très longtemps. Quand vous prenez d'autres aspects, comme la police, une police plus proche de sa population, à l'écoute de la population, vous prenez le volet social, les hôpitaux qui sont en train d'être construits, les écoles qui sont en train d'être construites, vous prenez les routes qui sont en train d'être faites. Après, quel autre aspect? J'en passe, le sport, tous les autres domaines. Aujourd'hui, la santé du pays, économiquement même, elle est très bonne. Nous avons aujourd'hui la monnaie la plus stable de l'Afrique de l'Ouest. Notre port
est parmi les ports les mieux cotés aujourd'hui de la sous-région. Entre autres résultats. Tout ça a été fait comment? C'est pas de la magie. C'est la vision, la détermination d'un homme qu'il faut perpétuer. Est-ce que, quand vous mettez tout ça ensemble, mérite une réflexion pour dire, ah, comment ça va être demain, quand ça va changer? C'est la bonne question que nous devons nous poser. Ce n'est pas un hasard, quand nous avons dit que nous allons demander au chef de l'État de voir dans quelle mesure il peut essayer de continuer ce travail-là. Ce travail, il est important. Aujourd'hui, ce qui est important, la politique n'intéresse plus les Guinéens. Ce qui intéresse les Guinéens, c'est de bénéficier de leur pays, des retombées de leur pays. Et c'est ce qui est en train de se passer. Est-ce que nous voulons changer cela? Pour aller vers quel horizon? Je n'ai pas de réponse à apporter aujourd'hui sur ce plateau, mais c'est une réflexion collective que nous voulons poser pour que collectivement, nous ayons le sens de l'amour du pays pour aller dans le sens de l'intérêt de notre pays. Avec qui peut le faire? De moi, à mon niveau personnel, j'estime que le président Doumbouya a les... Peut-être ma dernière question. Ma dernière question. Allez-y. C'est savoir, monsieur le ministre, le chef de l'État a dit quand même que sa main ne tremblerait pas. Il a fait de la lutte contre la corruption, le détournement et des faits similaires une de ses priorités. Et la CRIEF, elle existe. Nous avons d'autres services de l'État qui sont actionnés. Et ces derniers moments, il y a quand même des groupes, des grands noms même du système du CNRD qui passe à la CRIEF. Est-ce que c'est l'illustration vraiment de son engagement à lutter contre la corruption, ou c'est ce que certains disent, notamment sur les réseaux sociaux, qui parlent de règlement de compte, de guerre de clans? Est-ce que c'est véritablement l'action du chef de l'État qui consiste à lutter contre la corruption? Le patron que moi, je sers, que je fréquente au quotidien, dans ses œuvres et dans ses actes, face à sa propre personne, sa main ne tremblera pas. À plus forte raison, un autre citoyen. Ce n'est pas Paul ou Pierre qui a fait en sorte de mettre à nu ces faits qui sont en train d'être allégués par-ci, par-là. C'est vous dire que face à la corruption, le président Doumbouya n'a pas d'amis, il n'a pas de famille, il n'a pas d'alliés, il n'y a pas de clan. Chacun rendra compte de ce qu'il a fait ou de ce qu'il pourrait faire. Mais encore une fois, il est quand même important à ce niveau de pouvoir dire et restituer le contexte que le président Mamadi Doumbouya n'est pas la justice, mais il ne couvrira personne face à la justice. Bien. Général, avant peut-être de clore cette émission, un message à lancer à l'endroit des populations guinéennes. Et c'est tout le temps ce que je dis comme message, et je vais le redire encore aujourd'hui. Le soutien, l'adhésion des populations aux idéaux du CNRD depuis le 5 septembre, dont nous bénéficions jusqu'à aujourd'hui, et c'est ce qui constitue l'essence de tout ce que le président peut ou continuera à faire pour la Guinée. Ce soutien, nous allons continuer à l'implorer, à le demander, pour permettre effectivement au président et à ses équipes de continuer à délivrer des actions, des faits, des services au bénéfice des populations. Et nous continuons toujours à demander à tous les acteurs de venir s'asseoir pour parler de la Guinée, pour aider la Guinée dans l'intérêt de tous les fils et de toutes les filles du pays. Encore une fois, je veux témoigner encore ici que c'est un plaisir et un honneur particulier de servir le président Doumbouya en tant que ministre secrétaire général. Et l'ensemble de ces actions au quotidien nous permettent d'atteindre des grands résultats. Et félicitations à vous, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. C'est la fin de cet autre numéro de votre émission On fait le point, qui recevait pour vous Monsieur Amara Camara, Général Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence de la République, porte-parole de la présidence. Camara, merci. Merci à nos téléspectateurs. Merci également à vous, téléspectateurs, comme il a appelé, aux équipes techniques. On se reprend.